Ce n'est pas un hasard si les collectionneurs s'intéressent toujours aujourd'hui aux anciennes colonies d'Afrique. Ce continent offre un champ d'investigation exceptionnel, car de nombreux timbres ont été émis. À leur sortie, ils ne sont pas passés inaperçus en métropole, car l'Afrique et certaines îles de l'océan Indien demeuraient mystérieuses et les timbres permettaient de les découvrir. La collection Maury nous invite à un étonnant voyage dans l'histoire de ce continent qui débute au XIXe siècle, à un moment où tant d'explorateurs s'aventurent dans des terres qui leur sont totalement inconnues. Finement gravés pour la plupart, les timbres des anciennes colonies évoquent des destins exceptionnels, à l'instar de Savorgnan de Brazza, qui a fait rêver des générations. Ils sont souvent une invitation au voyage avec de superbes évocations de la vie et de la culture locale, de la faune et d'une nature préservée, ainsi que l'évoquent aussi les vignettes émises après l'indépendance de ces pays. Ce que les collectionneurs savent bien, c'est que les timbres les plus rares ne sont pas forcément les plus beaux, et c'est même souvent le contraire, comme le démontre un certain nombre de pièces présentées dans la collection Maury. Mais cette rareté transforme un simple morceau de papier en un objet de fascination. Ainsi, parmi les timbres les plus rares au monde, figurent ceux de l'île Maurice émis en 1847, à 2 ans avant les premiers timbres de France. Ils doivent leur existence à l'obstination de Lady Gomme, la femme du gouverneur, qui souhaitait faire preuve d'originalité en faisant affranchir à l'aide de timbres ses lettres d'invitation pour le bal qu'elle doit donner. L'île Maurice n'en dispose pas encore et on fait appel à un artiste local du nom de Barnard qui réalise en toute hâte 2 timbres à l'effigie de la reine Victoria. Il inscrit sur les vignettes la mention Post Office au lieu de Post Paid, un détail qui aura son importance car ce sont ceux-là que les collectionneurs rechercheront en priorité car extrêmement rares. L'esthétique de ces timbres laisse franchement à désirer, mais qu'importe, le bal a lieu et Lady Gomme est satisfaite. C'est bien plus tard que les timbres de l'île Maurice seront très recherchés et que l'on réalisera leur niveau de rareté. Ainsi, pour ce 1 penny figurant dans la collection Maury, comportant l'erreur Post Office au lieu de Post Paid, 14 exemplaires seulement ont été répertoriés et 2 ont été perdus. Sur les 10 exemplaires oblitérés restants, 8 sont aujourd'hui conservés dans des musées et 2 exemplaires détenus par des personnes privées. Quand tardivement les philatélistes ont été informés de cette émission, une véritable chasse au trésor a débuté à l'île Maurice, en Inde, mais aussi en France. C'est à Bordeaux qu'un enfant a retrouvé la seule enveloppe connue comportant les 2 timbres. Probablement la plus grande rareté du monde, elle sera ensuite vendue 5 millions de francs suisses. Dans cette Afrique du XIXe siècle, où l'organisation postale n'en est qu'à ses débuts, on a fabriqué des timbres en ayant recours au système D. Le plus bel exemple que l'on puisse donner se passe en Ouganda. En 1895, le gouverneur général s'est mis en tête de créer un service postal et des timbres. Ne disposant pas d'imprimerie, il demande au révérend Millard de confectionner des timbres avec une machine à écrire. Impensable aujourd'hui, et ce fut pourtant le cas, comme on le voit avec ce fragment de colis présenté au musée de la Poste. De nombreux experts et Michel Melot de Timbre Magazine ont pu analyser, regarder la collection Maury avant qu'elle ne soit exposée, et elle a fait l'objet de nombreuses discussions. Car elle recèle de grandes raretés, comme ce bloc de timbres de Côte d'Ivoire, ayant appartenu au roi Farouk et dont on connaît qu'un seul exemplaire. Ces timbres de France ayant eu cours à Port Saïd avec une double surcharge renversée tenant à un normal, ceux surchargés tenant à un non surchargé de la Grande Comore. La collection nous montre à quel point les timbres peuvent devenir des instruments de communication et de propagande. Ainsi, au début du premier conflit mondial, le Togo, alors allemand, est attaqué par des troupes françaises et anglaises. On récupère le stock de timbres allemands et pour bien signaler la défaite au reste du monde, on surcharge les timbres en anglais et en français. Ces valeurs sont particulièrement rares. Autre exemple, au Fezzan, cette région saharienne de la Libye conquise par les Italiens. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la colonne Leclerc, après s'être emparée de Mourzouk puis de Koufra en 1941, déclenche l'offensive en liaison avec les Britanniques.
La campagne du Fezzan aboutit à la jonction des troupes françaises avec la 8e armée de Montgomery à Tripoli en janvier 1943, mais se pose rapidement la question de voir qui s'occupera de l'administration de cette région. Immédiatement, un problème surgit, un petit conflit politique entre Britanniques et Français. Les Britanniques veulent s'occuper administrativement du territoire du Fezzan. De Gaulle dit non et fait nommer immédiatement un gouverneur militaire, un lieutenant-colonel Delange, qui est un des adjoints de Leclerc, pour gérer le territoire nouvellement occupé. Et pour donner plus de signification à cette occupation militaire, il est décidé d'émettre du timbre, de mettre un service postal civil en route, puisque les militaires bénéficient de la franchise. Et donc c'est décidé pour le mois d'avril 1943. À un moment donné, il est même question de prendre des timbres d'Afrique occidentale française et de les surcharger à AFC, Afrique française combattante, mais on juge que politiquement ça ne sera pas correct. Donc on préfère réquisitionner tous les timbres de Libye italienne qui se trouvent encore dans les bureaux de poste du Fezzan afin de les faire surcharger. C'est ce qui est fait en mars, je crois, 1943. On envoie les timbres à Alger, ils reviennent et dès le mois fin avril 1943, donc ces timbres de Libye italienne surchargés faisant occupation française sont mis en vente. Mais très peu de temps, il y a à peu près 30 000, très peu de temps après, c'est épuisé. Donc on retrouve les petits timbres des colis postaux italiens, très petits par leur format, et qu'on n'avait pas jugé utile de surcharger à l'origine. Et le receveur des postes, qui s'appelle Gaston Pat, un contrôleur qui est venu du Cameroun spécialement pour s'occuper du service postal du Fezzan, fait faire un cachet à partir d'un anneau qu'il fait graver, et donc on surcharge les petits timbres en question, mais la quantité qui est surchargée est très très faible, entre 30 et 90 paires environ, mais malgré tout le but c'est d'affirmer toujours la présence française et l'administration française sur ce territoire du Fezzan. C'est toujours cette même préoccupation de communication et de propagande qui prévaut à La Réunion lorsque l'on surcharge ces timbres. Toujours dans l'océan Indien, Madagascar est bien connu pour ses timbres surchargés. Lorsque certaines vignettes venaient à manquer, on en utilisait d'autres que l'on surchargeait afin qu'ils prennent une nouvelle valeur. Ce fut notamment le cas en mars 1896, lorsque la poste militaire ne disposait pas de stock. La série ainsi émise a des tirages particulièrement faibles, allant de 500 à 1000 exemplaires. Ces timbres sont rares et tout particulièrement ce bloc de 4 bords de feuilles. À Manjunga, un port de Madagascar qui n'a pas eu le statut de colonie à l'inverse de Diego Suarez, les timbres vinrent aussi à manquer en février 1895 et on surcharge à la main d'autres valeurs. Cette paire oblitérée du 23 février 1895 est une pièce unique. Avant de regagner l'Afrique, arrêtons-nous à Zanzibar que l'explorateur Henry Morton Stanley décrivait ainsi en 1871. Zanzibar est le Bagdad, l'Ispahan, le Stamboul de l'Afrique orientale. C'est le grand marché qui attire l'ivoire et le copal, l'orseille, les peaux, les bois précieux et les esclaves de la région. On le sait peu, mais 3 postes européennes ont fonctionné. Allemande, mais fort peu de temps, entre 1890 et le 30 juillet 1891, anglaise et française. Celle-ci fermera le 31 juillet 1904. C'est ce qui explique l'existence de timbres français dont cet exemplaire surchargé comportant une erreur avec Zanzibar et qui a été corrigé au composteur. Une pièce unique. C'est au Kenya que l'on trouve la plus grande série du monde par sa valeur faciale. Pour l'Afrique continentale, vous avez le Kenya où il y a la plus grosse série de toute la philatélie avec la valeur la plus importante qui est une valeur à 100 livres qui n'avait pas toujours une valeur postale, mais une valeur fiscale. Ces timbres de 100 livres
les 50 livres, 75 livres et 100 livres avaient une valeur plutôt fiscale pour payer des droits fiscaux ou des droits de douane ou des droits de tabac, entre autres, ou des amendes. Voilà. Il y avait quelques paquets qui ont eu des affranchissements énormes en timbre-poste avec ces valeurs-là, mais à l'état neuf, on connaît que quelques séries, dont une série se trouve dans la collection d'Afrique dont nous parlons aujourd'hui. L'histoire postale est une mine inépuisable de documentation, avec des plis rares compte tenu de la faiblesse du volume du courrier à certaines époques. Certains ont des combinaisons d'affranchissement, composés rares et superbes, telles cette lettre de Madagascar, ou encore ce pli de côte des Somalies. La collection comporte des destinations peu courantes comme ce pli de la Réunion pour la Hongrie ou celui-ci de Gouré au Sénégal pour les États-Unis. Lorsque l'envie prend de collectionner l'Afrique, il ne faut surtout pas hésiter. C'est un peu de la magie de ce merveilleux continent que l'on fait entrer dans ces albums. Ce sont les timbres de la côte des Somalies qui renvoient à l'écrivain, aventurier Henri de Montfred que l'on classe. C'est toute la nostalgie des grands espaces si bien décrite par Karen Blixen et mis en image dans Out of Africa qui s'invite.